se retrouve donc toujours en direct du lycée Charles Coueffin à Bémao pour la troisième de nos tables rondes organisées dans le cadre de ce webinaire de l'ARACT, conflictualité et médiation au travail. On a vu depuis le début de cette matinée que l'absence de dialogue et de communication était bien souvent à l'origine des conflits au travail. On va voir justement maintenant dans les deux tables rondes qui débutent, celle-ci est la suivante, quels sont les outils, les méthodes, les techniques qui peuvent permettre d'organiser ou de relancer un dialogue social qui serait défaillant et qui donc conduirait à des conflits. Et parmi ces réponses, ces outils, ces solutions, on a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette matinée la question de la médiation. Alors on va en parler avec un certain nombre de médiateurs. Il y en avait un qui était là ce matin, c'est Jocelyn Zou de Force Ouvrière, SDIS, qui évoquait lui-même ses formations. On a donc ici avec nous au lycée Charles Coueffin Marie-Chantal Duflot et Cédric Joliet, qui sont tous les deux médiateurs donc, de Guadeloupe, médiatrices et médiateurs, membres de l'association APA-MG. Vous allez nous préciser tout cela dans un instant. Et puis on a également un certain nombre de médiateurs qui sont en Martinique, Gilles Marthe, Daniel Robin, Éric Nouvel, merci et bonjour à vous trois, merci d'être avec nous. On va retrouver Christian Tuderos qui était avec nous juste avant, et puis on aura également François Oustier et Marie-Dominique, bienvenue. Voilà pour le panel, le casting en quelque sorte de cette troisième table ronde. Marie-Chantal Duflot, médiatrice de Guadeloupe, association APA-MG, association des professionnels de la médiation, c'est quelque chose comme ça? Bien, alors APA-MG, association paritaire des médiateurs de Guadeloupe, et c'est aussi un clin d'œil à une expression guadeloupéenne qu'on connaît bien, empagé. Alors donc, quand nous avons réfléchi à donner un nom à notre association, on s'est dit que bon, on n'est pas là pour jouer, hein. Nous là pour nous travailler, donc on a choisi de faire un petit peu cette analogie. Voilà, ça c'est pour la petite histoire du nom. Ensuite, la création de cette association, en fait, elle découle d'une décision prise dans le cadre du conseil d'administration de l'ARACT. En fait, l'ARACT travaille, le rôle de l'ARACT, n'oublions-le pas, c'est de travailler sur l'amélioration des conditions de travail. Et donc, depuis 12 ans, c'est le vœu et l'action de l'équipe en place que nous connaissons. Et dans le programme d'activité en 2016, Roser Gob, notre directeur, puisque je fais partie de l'ARACT, nous a présenté ce sujet qui était de conduire des travaux pour le dialogue social d'une façon générale et pourquoi pas, entre autres, puisque nous avons eu d'autres travaux, notamment la santé des dirigeants il n'y a pas si longtemps, en début d'année, et l'innovation sociale il y a quelques années, je crois que c'est en 2017 si je ne m'abuse. Et on a réfléchi, il nous a présenté cette thématique en nous disant, bon ça se fait ailleurs, pourquoi pas réfléchir à une formation qui pourrait qualifier les personnes qui seraient d'accord à être formées pour devenir médiateurs. Nous avons donc formé 14 personnes, c'est bien ça, et nous sommes 12 maintenant. Et cette formation a débuté en 2018 et a débouché sur un certificat universitaire de médiation, un CUMED, qui permettait de faire en sorte de professionnaliser, entre guillemets, les 12 personnes en question. Pourquoi 12? Ce sont des binômes. L'objectif essentiel, c'était de faire de la médiation, mais pas que de préparer des acteurs individuels, mais bien des binômes, puisque nous sommes une association paritaire, et que l'objectif était de pouvoir consolider ce que nous vivions, des relations, je dirais pas fusionnelles, mais tellement belles en qualité de travail entre les membres du conseil d'administration, qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre ça plus précis et apporter au département, au territoire, véritablement une autre conception des rapports des partenaires sociaux
et du travail qu'ils pouvaient faire ensemble pour aider à la résolution des conflits. Pour faire simple, ces binômes, c'est un représentant du monde salarial Patronal et et salarial. Voilà, c'est ça. Voilà. On va vous retrouver dans un instant, Marie-Chantal, mais je voudrais qu'on aille en Martinique tout de suite parce que la Martinique est un petit peu en avance sur ce dispositif Oui, tout à fait. Oui. de la médiation. Et je crois, Gilles, Daniel et Eric, que vous avez mis ça en place un petit peu plus tôt que nous. Alors, est-ce que Gilles Marthe ou Daniel Robin, qui sont tous les deux médiateurs en Martinique, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Vous nous voyez? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation. J'en profite pour excuser Gilles qui n'est pas présent ce matin. Effectivement, nous avons initié cette démarche. Alors, je vais prendre 2 petites minutes pour vous expliquer que tout ça, c'est vraiment un construit. Nous avons donc connu une conflictualité extrêmement forte avec des caractéristiques de durée de conflit, de violence et aussi, surtout, de choses qui s'agrégeaient, en fait, pour dépasser le simple conflit de travail pour arriver à de vraies crises sociales. Et donc, nous avons initié une démarche avec l'appui de l'INT, donc l'Institut national du travail, et nous avons conduit une session qui a abouti donc à un certain nombre de propositions, une charte du dialogue social, la création d'une association pour la modernisation du dialogue social, et nous avons essaimé des outils. Et au nombre de ces outils, il y a eu la création de l'ARACT, de l'IFRTM et d'un groupe et d'un corps de médiateurs que je représente ce matin, que nous avons donc créé en 2006, et avec un processus qui est intéressant puisque nous avons donc une réalité de construction d'une démarche de médiation en binôme paritaire. Donc un petit peu ce que j'entendais à l'instant, et que nous intervenons depuis maintenant près d'une vingtaine d'années donc dans les conflits. Nous sortons d'une médiation sur le port de Fort-de-France, dans un contexte très particulier puisque nous étions missionnés par la présidente du tribunal de grande instance pour participer donc à la solution donc à ce conflit. Et donc du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons vraiment, au départ, créé quelque chose qui était une vraie première, et on dit souvent une première mondiale, et que nous avons structuré avec l'apport d'universitaires, l'apport de la direction nationale du travail, avec bien évidemment l'appui de notre, alors ce qui est devenu la DITS, mais également donc la direction, l'ex-DIECT. Et nous avons maintenant une structure extrêmement normée, avec des statuts, avec un guide, qui a été donc revisité, qui est validé, et surtout donc une reconnaissance, puisque nous sommes aujourd'hui inscrits sur une liste à la préfecture de la Martinique, qui permettent donc de puiser au sein de notre organisation mais des binômes de médiation. Et l'enjeu de ce binôme, justement, c'est de pouvoir avancer dans la résolution des conflits en étant imprégné fortement des 2 logiques qui traversent donc chacun des partenaires, donc le côté employeur et le côté donc syndical, pour faire en sorte que nous soyons, et c'est comme ça que nous sommes vécus aujourd'hui, comme des éléments structurants, je dirais, de la sortie de conflit, et plus que ça même, du dialogue social. 2 questions, Daniel. Combien de binômes aujourd'hui en Martinique? Alors, nous sommes une quinzaine, enfin alors 14 médiateurs, donc ça veut dire que nous avons plein de combinaisons possibles, de façon à ce que nous soyons en fonction de la typologie des conflits, des secteurs, des risques qu'il y a donc de conflits éthiques, en situation de proposer les binômes qui sont les plus adaptés à la situation. D'accord, donc les binômes sont modulables en quelque sorte, c'est pas des... Absolument, il n'y a pas de binôme figé. Il n'y a pas de mariage. Des PAX. Et encore une question, Daniel, sur la mécanique. Comment ça se passe? Tout à l'heure, vous disiez que c'est la présidente du tribunal qui avait fait appel à vous. Est-ce que ce sont parfois les partenaires eux-mêmes dans le conflit qui vous interpellent? Comment ça s'organise? Alors, la saisine se fait traditionnellement par les partenaires eux-mêmes. Donc, nous avons, en termes de processus, mis en place donc quelque chose qui est assez normé. Donc, nous souhaitons toujours qu'il y ait une saisine formalisée. Alors, l'évolution que nous avons connue ces dernières années, au départ, nous cherchions la saisine des 2 parties, de façon à ce qu'on puisse engager le processus.
Mais depuis quelques semaines et mois maintenant, nous acceptons la saisine par une seule des parties en conflit, qui fait que nous invitons l'autre partie de façon à ce que finalement ce qui pourrait être bloquant ne le soit plus et qu'une partie en conflit ne se retrouve pas isolée dans sa démarche je dirais de recherche de solutions. Et il nous arrive, comme ça a été le cas sur le port de la Martinique, d'être aussi sollicité par, entre guillemets, les autorités, soit bien évidemment le tribunal, mais ça peut être également par la DIECT, enfin la DITS maintenant, ou la préfecture, puisque nous avons donc à ce titre eu plein de modes opératoires différents. Mais ce que nous privilégions, c'est toujours la recherche à un moment donné, de toute façon, de l'autonomie de la volonté des parties et de l'engagement qu'ils prennent par rapport à cette démarche de médiation, parce qu'on ne peut pas imposer une médiation. Et même quand c'est le tribunal qui nous désigne, c'est parce qu'une des parties a souhaité que la médiation puisse être inscrite dans la résolution du conflit. Merci Daniel, merci beaucoup. On reste en Martinique un instant. Éric Nouvel, directeur de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de la Martinique. Éric, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous aussi d'être avec nous. Éric, ce dispositif donc des médiateurs, c'est une initiative, une création. C'est Lydia tout à l'heure qui parlait de la nécessité d'être imaginatif et créatif. Vous l'avez été avec ce dispositif en Martinique. Quel bilan vous pouvez tirer après donc une quinzaine d'années d'exercice et de mise en place de ces médiations? Vous avez un pourcentage de résolution de conflits? Comment vous pouvez évaluer la pertinence de ce dispositif? Alors peut-être avant ça, juste Daniel Robien vient de parler dans les différentes structures qui sont nées de la session territoriale de 2000, donc de l'ARACT, de l'IFRTM et de l'association des médiateurs, conciliateurs en binôme paritaire. Juste pour dire aujourd'hui, l'ARACT, c'est d'ailleurs l'ARACT ITT, ARACT Institut Territorial du Travail, parce que nous avons en 2016 intégré les missions de l'IFRTM, qui étaient plus dans la formation et dans la recherche, là aussi en mode commun en Martinique, et notamment, on pourra y revenir, à la négociation collective, et d'où aujourd'hui le ARACT ITT. Sur la résolution des conflits, et donc qu'est-ce que ça donne? Celui qui serait encore le mieux pour en parler, c'est Daniel, qui lui-même le vit. Les éléments, on est en train de travailler sur des réflexions plus globales, mais à ce niveau-là, c'est deux têtes, 52 à 53 ou 54, ça bouge un peu chaque fois. La preuve, Daniel vient d'en parler d'un supplémentaire, conflit, et dont l'immense majorité a trouvé, donc de conflits bloqués, a trouvé une solution en lui-même, c'est-à-dire c'est les parties qui ont trouvé une solution, c'est pas les médiateurs qui trouvent une solution. Ils sont facilitateurs que la solution puisse arriver. Voilà, donc je proposerais plutôt que ce soit Daniel qui réponde à cette question, et on pourra revenir sur des outils complémentaires. Merci Éric. Daniel, en deux mots sur la pertinence, l'efficacité du dispositif des médiateurs. Daniel Robin, s'il est toujours avec nous. Je suis là. En fait, je vais rajouter quelque chose qui est une dimension essentielle, c'est que nous sommes issus du partenariat social. C'est-à-dire que l'efficacité du dispositif ne repose sur le fait que, d'abord, nous sommes issus du paritarisme. Donc, moi, en tant qu'ancien président de la CPME, Gilles, en tant qu'ancien secrétaire général de l'UFO, et nous sommes donc président-vice-président, et toute l'association repose sur ça. C'est-à-dire que la légitimité de nos interventions passe par le fait que nous sommes issus du paritarisme. Deuxièmement, les statistiques sont ce qu'elles sont, et nous n'en tirons aucune gloriole. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est plutôt d'augmenter le nombre de saisines, puisque la sortie du conflit n'appartient pas aux médiateurs, elle appartient aux parties. Notre rôle, c'est de remettre en situation d'échange, de communication, de recherche de solutions les parties. Nous avons des outils, un savoir-faire. Donc c'est vrai que nous avons un bilan favorable, un bilan qui est très favorable.
mais qui pourrait l'être davantage parce que nous pourrions être davantage saisis. Et surtout, en tout cas, ce que nous recherchons de plus en plus, c'est d'être saisis le plus tôt possible. Parce que la médiation peut être faite à chaud, ce que nous faisons régulièrement, donc on est un peu les pompiers du dialogue social, mais on peut la faire en amont et à froid, de telle sorte que nous puissions, parce qu'on connaît les entreprises, les organisations qui sont en tension, et donc on recherche aussi maintenant une prévention dans nos interventions. Merci Daniel. Retour ici donc au lycée Charles Coëffin. Cédric Joliet, je vous voyais vous aussi écouter avec grande attention les interventions de nos amis de la Martinique que vous connaissez, puisque ce sont en quelque sorte les cousins qui ont initié ce dispositif. Cédric, sur la même question, sur la pertinence de ce dispositif, sur sa légitimité, ce que disait à l'instant Daniel, du fait qu'il est paritaire, ça fonctionne? Alors, le paritarisme fonctionne correctement. L'important, c'est toujours effectivement de trouver un socle pour nous permettre d'aller vers un objectif commun. Et l'objectif commun de tout Guadeloupéen est que la société fonctionne correctement. Et le seul moyen, effectivement, pour que ça fonctionne correctement, c'est qu'il faut qu'on dialogue. Puisque nous avons un objectif commun qui est de vivre bien et que l'homme revient au centre de la société. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut qu'on arrive à dialoguer. Il faut mettre un cadre nous permettant effectivement de sortir toutes les frustrations et qu'on arrive effectivement à trouver un point commun. Donc c'est ça l'objectif final que nous avons pour permettre effectivement aux partis à discuter. Et il a dit quelque chose qui est réaliste, c'est que c'est les deux partis qui arrivent effectivement à trouver une solution au conflit. Maintenant, ce qui serait bien, effectivement, c'est que nous arrivons, effectivement, dans notre fonctionnement, à arriver à discuter et à prévenir. Puisque la prévention, c'est toujours mieux que le curatif. Et ça permet, effectivement, d'avoir des conflits qui sont moins longs. Un conflit, quand il est long, même si, effectivement, ça permet à tout un chacun de trouver des valeurs, de se reconnaître et de reconstruire, ce qui est important, c'est que la parole de l'homme soit respectée. Et ça passe par la confiance. Et nous le voyons dans tous les conflits, on a une crise de confiance. Et la confiance passe par la réalisation et le respect des accords que les deux parties ont signés. Et c'est vers ça, effectivement, que nous voulons tendre. C'est que le respect, effectivement, des accords soit respecté. Et nous le voyons beaucoup. On l'a dit, effectivement, pour la fonction publique. Les conflits qui reviennent dans la fonction publique sont sous-tendus parce que les accords ne sont pas signés. Donc on doit arriver, effectivement, à sortir de là. Et ça passe par un dialogue beaucoup plus continu dans le temps. Marie-Chantal, ce dispositif, c'est vrai qu'on parle souvent des conflits quand ils sont là, quand ils éclatent, quand ils bloquent telle entreprise, tel rond-point ou tel secteur. Mais les conflits, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui se résolvent, et qui se résolvent heureusement, sans trop de drame. C'est ça aussi le travail des médiateurs. Oui, ça fait partie du travail des médiateurs, mais ça fait partie à la base du travail de chaque être humain. Partie prenante d'une entreprise ou bien d'un monde social, tout simplement. Et là, c'est intéressant, et je suis contente de cette question pour pouvoir le dire. À travers ma propre expérience et mon métier, je peux dire que il faut qu'on soit bien conscient et rappeler que tout procède de la relation humaine. Un conflit peut naître parce qu'effectivement, il y a des rapports, on l'a dit, on l'a redit, de relationnels qui dysfonctionnent. Et il est important de comprendre que en amont, un conflit peut effectivement être résolu quand il y a une intelligence émotionnelle, quand il y a une intelligence humaine qui se met en action et qui permet aux différents partis ou aux différentes personnes concernées effectivement de replacer la réalité des couches de personnalité. Quand vous avez des égos qui se jouent, quand vous avez des comportements hiérarchiques qui viennent se rajouter aux égos, il est clair que résoudre un conflit ou bien l'éviter devient très difficile. Alors que si nous travaillons, et on cherche des outils et des moyens,
Nous travaillons à faire comprendre aux uns et aux autres, et aux participants et aux différents acteurs, que tout procède au départ de la relation qu'on peut avoir l'autre et de la posture qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer. Beaucoup de conflits seraient réglés, il n'y en aurait même pas, puisqu'il y aurait ce qu'on appelle une communication non violente qui permettrait à chacun d'entre nous de pouvoir discuter des choses qui fâchent, sans pour autant rentrer dans une difficulté relationnelle et voir exacerber les rapports et les rapports de force. Donc c'est très important, il me semble, dans le cadre des interventions et de la recherche des ressources et des outils, de mettre ça en perspective. Rappeler à l'être humain que la construction de rapports passe par une intelligence que nous avons tous et qu'il faut mettre en action et surtout la développer ou simplement former les uns et les autres à cette intelligence pour qu'il y ait moins de conflits relationnels. Et à ce moment-là, le rôle des médiateurs serait presque limité. On va parler formation justement sur ces questions. Retour en Martinique. Éric Nouvel, directeur de l'ARACT en Martinique. Éric, on parle beaucoup de la médiation, mais il y a d'autres techniques, d'autres outils, d'autres méthodes. Hein. Alors, tout à fait. C'est un ensemble d'outils qui est à la fois en termes de prévention, mais aussi après en termes de résolution. On vient plus de parler pour le moment de la résolution, mais la prévention, on peut l'être. Et la prévention, ça peut être à deux niveaux. C'est d'un côté, Daniel Robin parlait d'une innovation quasi mondiale, hein, a priori mondiale sur les binômes de médiateurs paritaires. Eh bien, il y a eu aussi la Martinique avec d'autres, et je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, a été à l'origine de ce que sont aujourd'hui les formations communes, c'est-à-dire dans des formations dans lesquelles il y a à la fois employeurs et représentants du personnel, par exemple à la négociation collective. Je pense que Christian Tudrose l'évoquera tout à l'heure aussi. Et cette innovation a été reprise parce qu'aujourd'hui, elle figure dans le Code du travail, l'article L 2212-1 du Code du travail, sur les formations communes. C'est vraiment un des outils. C'est aujourd'hui en Martinique plus de 250 partenaires sociaux, hein, j'allais dire de base, entre guillemets, c'est-à-dire représentants du personnel, c'est-à-dire chefs d'entreprise, responsables du personnel, DRH, etc., qui ont été formés en commun à la négociation collective. Et quand effectivement une personne, lors d'un jeu de rôle, le DRH va jouer le rôle du syndicaliste, le syndicaliste le rôle du DRH, quand l'un va dire, et ça ne va pas prendre 2 minutes, à l'autre, arrête de me caricaturer, et ils se le disent en commun, chacun comprend peut-être que lui-même caricature l'autre, et à ce moment-là, il y a un processus qui se met en place de compréhension, de modalités de négociation. Et ça participe dans le temps à l'évolution non pas d'éviter les conflits, mais en tout cas de limiter, de traiter ensemble les tensions. Les tensions sont normales, les conflits, c'est un élément normal. Ce qui est important, c'est de pouvoir de savoir les réguler, c'est de savoir pouvoir les traiter. Madame Duflot vient de parler, y compris de modalités, hein, en amont, d'apprendre à se comprendre et à se parler. Elle a par exemple parlé de la communication non violente. Là encore, on est dans le même type d'outil. Et en parallèle, on a aussi, et qui existe aussi en Guadeloupe, je pense que ce sera peut-être évoqué dans la 4e table ronde, mais un dispositif existe porté par le ministère du Travail et par le réseau Anactara, qui s'appelle Arezo, Appui aux relations sociales, où là, on va agir en tant que facilitateur pour éviter justement, soit en amont des tensions naissantes et d'être en capacité de pouvoir aider les parties à pouvoir rétablir le dialogue, la confiance, c'était évoqué tout à l'heure. Et ça peut être en aval, suite à un conflit où il y a besoin, j'allais dire, de recoller les morceaux, de se reparler plus normalement. Et par exemple, en Martinique, on a actuellement trois interventions importantes hein, utilisant ce dispositif, qui est donc, on l'appelle pas nous médiation, on s'appelle là en tant que facilitateur, mais vraiment qui porte ses fruits. Donc si on additionne d'un côté les formations, c'est-à-dire en amont, outiller les personnes, puis de pouvoir être dans la prévention, et puis enfin, au cas où ça se produit, d'être dans la résolution des conflits, d'être facilitateur
dans ces conflits-là, eh bien, on retrouve, Daniel Robin a parlé de la session territoriale de 2000, la résolution du 13 octobre 2000 sur le principe de prévention et de gestion des conflits. Ben voilà, c'est la lettre, c'est, j'allais dire, la feuille de route que nous avons tous depuis plus de 20 ans. Merci Eric. Et puisqu'on a beaucoup parlé de formation, j'aimerais qu'on puisse retrouver Françoise Ousti, qui est formatrice justement, et formatrice sur ces médiations. Françoise, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, on attend. Oh, et maintenant, on vous voit en plus. Françoise, bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous. On l'a compris depuis le début de cette matinée, la négociation, ça ne s'improvise pas. Négocier, ça s'apprend. Et être médiateur, ça s'apprend encore plus. Ou en tout cas, c'est encore plus nécessaire de pouvoir se former à ces techniques qui vont permettre de relancer un dialogue qui trop souvent est donc rompu. En effet. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie de pouvoir reconnecter même de façon virtuelle avec des visages et des noms connus, notamment dans le cadre de la formation, et notamment la formation des médiateurs de la PAMG, que je salue particulièrement aujourd'hui. Alors oui, effectivement, on pourrait comme ça naturellement penser qu'il est facile de devenir médiateur ou facilitateur ou de devenir négociateur. Effectivement, c'est pas si simple puisque tout repose sur une notion que vous avez évoquée largement et qui est celle du dialogue et qui suppose déjà d'être compris dans son sens originel, à savoir dialogue suppose deux logiques, dia, logos, et c'est pas évident en tant que personne tierce dans cette situation d'éviter de rajouter un troisième dialogue, enfin une troisième logique dans tout ça, et donc de permettre surtout une meilleure compréhension entre les personnes qui sont en présence, de façon à pouvoir accepter de rentrer et de comprendre la logique de l'autre. Et là, on est au cœur même du travail de médiateur, qui n'est pas qu'un simple travail de discussion, qui n'est certainement pas qu'un simple travail de négociation, puisque les médiateurs qui sont intervenus précédemment ont très largement bien expliqué qu'ils n'intervenaient pas directement dans la solution, mais qu'ils facilitaient une prise de décision commune, d'où l'importance d'être formé préalablement à ce travail très spécifique qui demande une posture elle-même très particulière de tiers et de tiers réflexifs, c'est-à-dire de permettre un effet miroir à ce qui est dit, ce qui est perçu, ce qui est construit également dans une situation qui est une situation conflictuelle telle qu'elle a été développée et très largement développée tout à l'heure par les différents intervenants. Françoise, vous êtes responsable également d'un diplôme universitaire, je crois, à Toulouse, sur ces questions de médiation. Alors, ça s'apprend, on va donc former des gens à être médiateurs. Ceci dit, ce que tout le monde a également dit depuis ce matin, c'est d'insister sur la dimension, j'ai presque envie de dire, culturelle, à la fois de la manière dont le conflit va s'organiser et se déclencher, mais également, sans doute, la manière dont on peut ensuite reprendre le dialogue. Ça aussi, ça nécessite de territorialiser en quelque sorte l'approche, pour reprendre des expressions qu'on entend souvent en ce moment. Alors, territorialiser l'approche, oui, c'est-à-dire qu'il y a dans toute médiation, quelle qu'elle soit, que ce soit un conflit collectif ou un conflit individuel, il y a toujours une approche culturelle dans la médiation, et c'est bien le sens du dialogue, c'est-à-dire le fait que chacun a une perception du monde, ça a été redit par Marie-Chantal tout à l'heure, chacun a une perception du monde, et de toute façon, chaque intervention d'un médiateur va s'inscrire dans un cadre qui est institutionnalisé, que ce soit une institution par l'organisation ou une institution par la famille. Donc nécessairement, il est important que les médiateurs puissent, dans leur formation, accéder à cette dimension-là et à cette compréhension également du fait que chaque individu a une perception du monde et une création de la réalité qui lui est propre. Mais dans le cadre du conflit collectif en particulier, de bien comprendre que l'action du médiateur va s'inscrire justement dans ce cadre institutionnel qui est déjà prédéfini par un ensemble de choses, que ce soit un ensemble de règles juridiques,
un ensemble de pratiques économiques, mais également un ensemble de pratiques qui est propre à l'organisation et qui suppose une mise à distance pour le médiateur pour mieux comprendre et surtout favoriser l'intercompréhension entre les personnes. Et c'est à la fois la spécificité de la posture du médiateur, mais c'est aussi la grande complexité pour celui qui devient médiateur d'accéder à ce niveau-là de compréhension qui permet d'assurer pleinement son rôle réflexif, c'est-à-dire c'est pas tant moi qui est important que ce que les personnes sont en train d'interchanger au cours des discussions, avec l'optique qui a été développée par ailleurs dans l'idée que le conflit a du bon, effectivement, puisque le conflit n'est jamais que la fièvre d'une situation dont il faut diagnostiquer le véritable motif. Mais ça demande effectivement une démarche qui est à la fois une démarche pleine d'humilité de la part des médiateurs. Je pense que les médiateurs autour de cette table ne me contrediront pas à cet égard, pour être réellement au service de la situation et de comprendre que ce qui importe, et notamment peut-être dans la situation qui vous préoccupe particulièrement, ce qui est important, c'est que le conflit doit créer du sens. Il doit créer du sens dans la compréhension de ce qui est en train de se passer, des raisons pour lesquelles on en est là et des raisons véritables pour lesquelles on a du mal à discuter. Donc, le travail de médiation, c'est aussi de créer des règles communes, un mode opératoire commun, mais de rebâtir autour justement de ce qui serait important pour chacun dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et pour ça, ça demande effectivement une certaine habileté du médiateur, notamment dans la relance des discussions au bon moment et puis d'appuyer sur ce qui est important pour chaque personne en termes non pas de gains de négociation, mais plus de besoins propres au moment où les choses se discutent et se mettent en place. Merci beaucoup Françoise Ousti. J'aimerais qu'on essaye à présent d'interroger Marie-Dominique Bienvenue. Je dis qu'on essaye parce que c'est à distance et que la technique reste toujours quelque chose d'aléatoire. Mais jusqu'à présent, tout marche bien. Il n'y a pas de raison que ça change. Marie-Dominique Bienvenue, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Voilà, ben ça continue à fonctionner, c'est merveilleux. Marie-Dominique Bienvenue, vous êtes inspectrice du travail ici en Guadeloupe. On a beaucoup parlé de ces formateurs. Quel est le positionnement des inspecteurs du travail? Parce que dans de nombreux conflits, on a recours à un inspecteur du travail pour tenter de mettre en place ces médiations. Comment vous vous positionnez par rapport à ces médiateurs? Et puis dans la foulée, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont accessibles pour tenter de renouer le fil du dialogue? Alors, c'est un dispositif, enfin la conciliation du moins de l'inspecteur du travail, c'est un dispositif qui existe à côté de la médiation, puisque effectivement les inspecteurs du travail, en dehors de leur mission régalienne de contrôle des structures, ont également une mission de conciliateur sous la base des fondements, donc des articles R81-12 et R2522-1 du Code du travail. Donc, l'inspecteur du travail étant un interlocuteur privilégié au sein de l'entreprise et puis ayant une bonne connaissance en principe de l'entreprise, il permet d'avoir une bonne analyse dans la situation du conflit qui peut exister au sein de l'entreprise. Le problème, c'est que je pense que d'ailleurs c'est la même chose que pour les médiateurs. L'inspecteur du travail ne peut intervenir que si les parties prenantes, puisque c'est pas spécifiquement 2 parties, ça peut être 3 en fonction du nombre de syndicats présents au sein de la structure. Donc les parties prenantes doivent donner leur accord pour que l'inspecteur du travail intervienne. Donc comme le disait Monsieur Alain Félix Mathieu au début, on peut avoir effectivement connaissance des conflits, mais si les structures, les parties prenantes au conflit ne souhaitent pas notre intervention, nous ne pourrons pas intervenir. Et notre rôle dans le cadre de la résolution du conflit
enfin, dans le cadre de notre rôle dans la résolution du conflit, nous avons une posture différente par rapport à notre posture au niveau des contrôles, puisque nous sommes vraiment là dans un cadre de conciliation, c'est-à-dire amener les parties à discuter, puisqu'au final, le conflit naît d'une rupture du dialogue entre les différentes parties au sein de l'entreprise. Et donc, nous ne sommes pas partie prenante, ce que souvent les protagonistes ont un peu du mal à comprendre, puisque nous n'allons pas nous positionner sur une ou l'autre position. Notre but, c'est de rester neutre et de permettre, au contraire, à chaque partie de venir l'un vers l'autre. Alors, par rapport à ce que pas mal de participants ont pu dire, je vais revenir sur le fait qu'effectivement, par expérience, on peut constater que plus un conflit dure, plus les parties se braquent et que le dialogue est moins aisé. Donc, du coup, c'est vrai que il serait préférable que le conflit ne perdure pas dans le temps. D'autant plus que ça peut laisser des conséquences par la suite, parce qu'il faut penser au fait que après le conflit, il faut que chacune des parties prenantes au conflit se retrouve dans la relation de travail. Donc, on peut avoir par rapport à ça des difficultés entre les salariés présents au cours des négociations et l'employeur. On peut avoir aussi des difficultés entre les salariés qui étaient grévistes et les non-grévistes, puisque les non-grévistes peuvent penser qu'il y a une désolidarisation des salariés qui sont restés travailler, alors qu'au final, ils vont peut-être bénéficier de ce qui a été, ce qu'ils ont pu avoir au cours des conflits. Alors, pour conclure, moi, je dirais que la résolution, il y aurait moins de conflits, en tout cas, s'il y avait un meilleur dialogue au sein de l'entreprise. Et donc, pour éviter les conflits, il faut une meilleure représentation au niveau des entreprises et que les personnes soient plus formées à la représentativité au sein des entreprises. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Marie-Dominique, bienvenue, inspectrice du travail. On va retrouver dans un instant notre sociologue, Christian Tudros, pour évoquer avec lui cette nécessité, ces outils de remédiation et de redémarrage, en quelque sorte, du dialogue. Mais auparavant, Marie-Chantal et Cédric, il y a un point qu'évoquait à l'instant Marie-Dominique, c'est celle des non-grévistes. On a parlé depuis le début de cette matinée, de ce webinaire, des parties, grosso modo, les employeurs et les salariés qui se mobilisent, mais il y a souvent une partie des salariés qui, eux, ne se mobilisent pas pour X ou Y raison. Est-ce que ça, c'est aussi... Enfin, est-ce que c'est un point qui est difficile à prendre en compte, au contraire, qui permet de s'appuyer dessus, cette partie-là, cet autre acteur, les salariés qui ne sont pas mobilisés, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Alors, je pense que les non-grévistes, généralement, ils ont des intérêts qui sont particuliers. Puisque celui qui est gréviste, c'est celui qui a souvent le courage de se battre pour une cause. Le non-gréviste, il a des ambitions personnelles et des fois, il ne peut pas. Alors, l'avantage que nous avons en France, c'est que tout le monde bénéficie du combat fait par les grévistes. Contrairement au Canada, que le Canada, il faut avoir 51% de salariés qui ont adhéré au syndicat pour permettre effectivement que toute l'entreprise effectivement passe sur le juron effectivement du syndicat et à ce moment, tu es syndiqué. Donc c'est deux fonctionnements totalement différents. Maintenant, l'avantage que nous avons effectivement, c'est déjà on ne peut pas se permettre d'interpeller des partis qui ne veulent pas effectivement discuter et généralement, les non-grévistes ne veulent pas avoir leur mot à dire. Donc c'est très compliqué effectivement de les faire intervenir dans cela, tout en sachant que notre préoccupation principale, c'est de permettre effectivement que les deux parties discutent et que d'entendre leur point de vue, et comme elle a dit effectivement Mme Duroz, aussi c'est de
chercher effectivement le principal, donc c'est tirer la ficelle qui va permettre effectivement de revenir à une sérénité et à une résolution du conflit dans le temps. Marie-Chantal Duflot, sur cette question. Mon point de vue sur cette question est que les non-grévistes font partie de l'entreprise, au même titre que les grévistes, et que là où il faut aller, à mon sens, un peu plus loin, c'est que les comportements des uns ne sont pas les comportements des autres. Et comme le disait Françoise Ousti tout à l'heure, c'est que nous sommes tous différents et que nous réagissons tous de façon complètement personnelle et que ces réactions sont mues par des besoins. Alors, si on devait faire l'analyse de ce qu'est un besoin, ça pourrait nous emmener très loin, mais il faut savoir qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir un problème de courage, mais il peut y avoir aussi un problème tout simplement de non-adhésion aux revendications et un désir de ne pas être confronté à la problématique et aux discussions liées autour de ces confrontations. Il peut y avoir un problème de protection personnelle. Donc, chacun voit midi à sa porte, quelque part. Et donc, les grévistes peuvent être effectivement du profil que j'entends de façon sous-jacente, qui pourrait bénéficier du résultat d'une négociation et de l'issue d'un conflit, d'accord, sans s'être mouillé ou sans avoir participé, mais il peut y avoir aussi des positions plus nobles, qui sont celles que j'ai développées. Nous sommes différents, nous avons besoin d'être assurés, ou nous avons une construction qui fait que nous ne sommes pas dans la culture du conflit, et nous ne voulons pas apparaître, et nous ne voulons pas adhérer à ce genre de forme de revendication, et nous choisissons peut-être un dialogue différent. Et puisqu'on parle de dialogue, il reste central, de toute façon, à un moment ou un autre, ou bien directement ou indirectement, ou bien en petit comité. Tout est possible à ce niveau-là, et il faut l'accepter. Et nous, les médiateurs, nous sommes là pour pouvoir rappeler qu'effectivement, la solution peut venir d'une position de nos grévistes, comme celui d'un gréviste, et qu'il nous appartient de faciliter, on le redira toujours, la possibilité de réfléchir, de la réflexion et de l'accueil de la pensée de l'autre. L'accueil de la pensée d'un non-gréviste comme l'accueil de la pensée d'un gréviste. Voilà. Christian Tuderose doit être de retour avec nous. Christian Tuderose, sociologue. Christian, sur ces médiations et ces médiateurs, quel regard portez-vous sur ce dispositif qui semble particulièrement à la fois légitime et efficace? Oui, je crois qu'il est nécessaire qu'on puisse articuler ces différents dispositifs. Et pour aller brièvement, quatre enjeux, donc 4 types de dispositifs articulés. Le premier est cette question de la négociation collective. Je pense qu'un des enjeux principaux dans l'Hexagone comme en situation insulaire, c'est qu'on puisse les uns les autres modifier notre représentation d'une négociation collective. Ce n'est pas un match de boxe, ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un sport de combat, c'est simplement un processus de résolution de problèmes à plusieurs, et donc il y a une décision qui est prise collectivement, et cette décision négociée, généralement, est appropriée aux situations, elle est révisable, elle est, je vais dire, plus acceptée, etc. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la dimension morale des conflits. Rien de tel qu'une table de négociation pour égaliser les statuts, pour faire en sorte que chacun, parce que chacun représente ses mandants et discute, et ainsi est légitime pour le faire. Et donc cette question de mépris, injustice, discrimination, je crois qu'à la table de négociation, c'est le lieu où cela peut être correctement abordé. Deuxième outil, mais Eric Nouvel, avec qui donc j'ai eu le plaisir de travailler ensemble pour mettre sur pied ces formations communes au dialogue social, là aussi, par rapport à la dimension morale que j'indiquais, rien de tel que des formations communes, Eric l'a fort bien décrit, où chacun découvre l'autre, et donc toutes les suspicions, toutes les représentations fantasmagoriques
de l'adversaire, évidemment, tombe, se désintègre, parce qu'on joue son rôle qu'il joue dans la vraie vie, parce qu'on apprend ensemble avec lui, et ceux qui partagent leurs expériences bénéficient effectivement d'apports par les autres et pas simplement par le formateur. Troisième outil, troisième enjeu, c'est accompagner ces négociateurs. Il faut les outiller, il faut les accompagner dans la durée. Et donc, il faut réfléchir, travailler sur les craintes, sur les résistances, les réticences qu'ont les négociateurs des deux côtés. Et donc, à partir de là, je pense que il y a un certain nombre d'outils. Il y a l'observatoire départemental ODDS, Observatoire départemental du dialogue social. Il y a la mise en réseau d'un certain nombre d'entreprises qui acceptent via donc des dispositifs à inventer, qui acceptent de partager leur expérience avec d'autres entreprises qui aimeraient s'engager dans ces processus de négociation. Et donc, on pourrait ainsi lever ces craintes, ces résistances, ou en imaginant par exemple qu'un DRH accompagné de ses délégués syndicaux vienne expliquer comment ils y sont pris, quelles difficultés ils se sont heurtés, comment ils les ont réglées. Je pense que c'est une piste, en tout cas un dispositif à travailler ensemble. Et puis enfin, dernier aspect, et donc nous avons nos collègues médiateurs, je pense qu'il faut là aussi peut-être ne pas se limiter à une médiation qui intervient pendant le conflit, à chaud donc, mais imaginez, ça s'appelle la médiation organisationnelle aujourd'hui, imaginez un dispositif de médiation qui soit un dispositif de continu, de facilitation, parce que ça, par rapport à ce que j'appelais tout à l'heure la dimension morale de la conflictualité, le médiateur, il est là pour écouter, faire s'exprimer les parties dans un cadre réglé, évidemment, mais vous voyez, il y a cette possibilité que la médiation organisationnelle puisse accompagner au sein même de l'entreprise, et bien avant que le conflit existe, mais quand les divergences sont là, puisse accompagner les acteurs pour qu'ils règlent par eux-mêmes, en présence du médiateur, mais par eux-mêmes, les problèmes qui sont les leurs. Voilà, très rapidement, esquisser ces quatre pistes, ces quatre enjeux. Christian, une question. Est-ce que, puisque vous parlez de médiation qui pourrait s'installer en médiation organisationnelle, donc on aurait là un dispositif qui serait, si ce n'est permanent, en tout cas de longue durée. Deux questions. D'abord, est-ce que, à l'image de ce qu'on disait pour les conflits, plusieurs intervenants ont dit si le conflit dure, ça devient rapidement compliqué. Est-ce que le fait que les négociations durent, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut se permettre de continuer trop longtemps à négocier? Et puis, autre question, vous parliez donc d'instaurer cette médiation organisationnelle dans le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, le risque, ce n'est pas de court-circuiter les instances mêmes ou la structure même de la structure organisationnelle de l'entité concernée, que ce soit une entreprise ou une collectivité? Est-ce que de pérenniser en quelque sorte l'intervention de médiateurs extérieurs, est-ce que ce n'est pas affaiblir sa propre structure? Oui, alors je réponds à la deuxième question ainsi, c'est tout ce qui peut favoriser le règlement d'un certain nombre de questions non réglées est à prendre, et donc la question devient non pas opposer, distinguer les instances représentatives du personnel d'un côté, le médiateur qui vient de l'extérieur de l'autre, et puis l'outillage apporté par l'inspection du travail, etc. Mais donc d'imaginer que ces ensembles cette série d'outils, de dispositifs, soient pensés dans leur articulation et donc puissent prendre le relais les uns les autres quand il y a des problèmes. Donc, par exemple, la question de la médiation organisationnelle, en termes donc de processus quasi permanent, en tout cas de fluidité du dialogue social, évidemment, ça doit être à l'initiative des deux parties, donc discuter en CSE, et le CSE avec l'employeur se mettre d'accord pour qu'il y ait un accompagnement par un médiateur
le temps que leur négociation collective, par exemple, progresse. D'où, par rapport à votre première question, c'est de toute façon, la négociation collective est un processus qui devrait être permanent. Ce n'est pas simplement dans le cadre d'une NAO, une négociation annuelle obligatoire, et ce n'est pas quand il y a conflit. Négocier, je le disais à l'instant, c'est résoudre des problèmes qui sont communs aux deux parties. Et ils ont besoin, les parties ont donc besoin de s'asseoir à une table de négociation pour envisager les différentes solutions afin de débloquer et que le cours normal de l'action productive se poursuive. Donc, dans ce cadre-là, on négocie en permanence. Hein, on devrait pouvoir négocier en permanence. Le problème, il est évidemment en termes de représentation. Prendre des décisions à plusieurs, pour un employeur, c'est quelque part abandonner son pouvoir ou abandonner une part de son autorité. Il est réticent. De l'autre côté, le syndicaliste, le délégué syndical, l'élu ou CSE a parfois l'impression que s'il met le doigt dans cet engrenage-là, il va devoir faire des concessions, comme notre collègue de la Fédération des travailleurs du Québec l'indiquait tout à l'heure. Donc, on est en présence de deux types de, enfin, de deux séries de craintes, de deux séries d'interrogations. Et c'est pour ça que les formations communes ont ceci d'extrêmement pertinent, c'est que on peut discuter dans un même espace formatif des craintes de chacun, des réticences et des résistances et des raisons pour lesquelles chacun a peu peur de s'engager. Et chacun découvre très rapidement, j'ai expérimenté ça dans beaucoup de situations, chacun découvre qu'effectivement, ce qu'il pensait être un outil extrêmement, j'allais dire, difficile à manipuler. Non, les négociations collectives, ce sont un certain nombre de techniques, mais l'essentiel, c'est bien l'idée qui structure une négociation collective, parvenir ensemble à une solution satisfaisante pour les deux parties. Merci Christian, merci beaucoup. Rapidement, on va retourner en Martinique. Je crois qu'il y a un certain nombre de demandes d'intervention, mais je vous demanderai d'être court parce qu'on est déjà arrivé au terme, en principe, de cette troisième table ronde. Daniel Robin et ensuite Éric Nouvel. Daniel, tout d'abord, vous souhaitiez intervenir. Daniel Nobin, médiateur en Martinique. Oui, merci. En écho à ce que disait Christian, il y a quand même deux approches qu'il faut bien considérer. Il nous arrive de prescrire et de proposer aux parties, dans le cadre de la sortie de conflit, un accompagnement par des médiateurs, de telle sorte qu'il y ait une finalisation de la remise en place d'un processus de communication normal. Nous sommes toujours très réticents, donc lorsqu'il s'agit de se substituer ou de suppléer les institutions représentatives du personnel et la nécessité de constituer ce qui nous semble, nous, notre mission, un dialogue social permanent dans l'entreprise, mais en dehors de la présence d'un tiers. Parce qu'en termes de système, la présence même d'un tiers dans le contexte des rapports sociaux fait que ce rapport social est dénaturé. C'est positif lorsqu'il y a conflit, parce que ça permet de remettre le processus de communication en fonction. Lorsqu'il n'y a pas de conflit, l'idée, c'est de développer de l'autonomie des acteurs. Et c'est pour ça que nous privilégions l'accompagnement par des médiateurs internes, dans ces conditions-là, qui sont en capacité eux-mêmes de prendre à leur compte à la fois donc, des processus, des méthodes, des outils, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance du système interne vis-à-vis de l'externe. Merci Daniel. Daniel Robin. Marie-Dominique, bienvenue, inspectrice du travail en Guadeloupe. Vous souhaitiez également ajouter un petit point ? Oui, je voulais rajouter que avant d'arriver jusqu'au conflit, il y a effectivement le fait que l'inspection du travail, donc les agents de contrôle de l'inspection du travail 13 en Guadeloupe, sont à la disposition des entreprises et également des représentants des salariés pour les aider au niveau du droit, dire le droit, avoir des explications sur la réglementation. Et puis, comme il a été rappelé, les instances, normalement, le bon fonctionnement des instances permettrait d'avoir moins de conflits. Merci Marie-Dominique. Et le mot de la fin pour cette troisième table ronde, c'est pour vous, Françoise Hosty, formatrice FH Médiation.
Oui, pardon, je rebondissais également sur ce que présentait M. Tudereau sur la médiation organisationnelle. Et dans la question que vous aviez posée, il va de soi que toute médiation, qu'elle s'appelle organisationnelle ou pas, mais spécifiquement celle-ci, va nécessairement intégrer toutes les instances de l'entreprise ou de l'organisation dans les discussions qui vont être menées dans le cadre de la médiation. Puisque la médiation organisationnelle a cette spécificité qu'elle prend en compte à la fois les intrications, les simultanéités entre les individus, le collectif et l'entité en elle-même. Donc, elle intervient à la fois sur des problèmes relationnels de type interpersonnel, mais elle intervient également sur les problèmes relationnels qui sont créés dans les rapports avec les lignes hiérarchiques, et elle va intervenir sur un domaine beaucoup plus macro, c'est-à-dire sur le terrain, les stratégies et les politiques de l'entreprise. En réalité, elle a pour effet, si ce n'est pour but, mais en tout cas pour effet, de redéfinir des règles de vie commune et de travail commun dans l'entreprise, de façon à aller un petit peu dans ce qui se développe dans les études en sciences de gestion sous le vocable de justice organisationnelle, de rétablir les trépieds du bon fonctionnement des situations, c'est-à-dire la reconnaissance, la réciprocité et la confiance. Et j'en conclurai avec ça. Merci beaucoup, Françoise Ousti. Merci à tous à nouveau pour cette table ronde. Marie-Chantal Duflot, Cédric Joliet, ici en Guadeloupe, Daniel Robin, Éric Novelle en Martinique, Christian Tudrose et Françoise Ousti dans l'Hexagone, et puis Marie-Dominique Bienvenue, qui était elle aussi en Guadeloupe. Merci. On se retrouve dans quelques secondes pour la 4e et dernière de nos tables rondes et la présentation d'un autre dispositif dont vous avez entendu parler à l'instant, le dispositif Arezo. À tout de suite.